On a fait l'introduction, alors pour situer, professeur Pierre-Alexis Geoffroy est professeur de psychiatrie, a monté le centre Chronos qui justement développe la clinique du sommeil au sein de la psychiatrie. Et moi, je suis professeur de physiologie, mais psychiatre à Bordeaux. Et là, on développe la psychiatrie dans un centre du sommeil du CHU. Donc, on essaye de faire les... Et c'est notre complémentarité, je pense qu'on essaye de prendre le sommeil et la psychiatrie dans un sens et dans l'autre, à la fois au niveau de recherche et au niveau clinique. Et puis, les journées SOPSI sont gratuites, ça nous tient à cœur pour qu'il y puisse avoir le plus de participants. Et on a nos partenaires, le programme est bien sûr fait de manière indépendante, mais on a nos partenaires qui permettent de soutenir ces journées et permettent d'avoir le déjeuner, la pause, etc. Un moment important à la fin de cette matinée sera la conférence plénière, bien sûr, de Sylvie Royan-Parola, qui a monté un livre qui s'appelle Le sommeil urgence absolue, donc avec une visée qui vient d'arriver. Bonjour Sylvie. Qui va nous présenter le sommeil et la dimension politique qu'il peut y avoir derrière le sommeil. Puis après, il y aura une session de dédicace autour du livre, de son livre chez Odile Jacob. Alors, de l'histoire à la clinique des alternances veille-sommeil. Donc comme je vous le disais, ça va être une matinée politique, mais en montrant comment la recherche est intriquée là-dedans et comment l'histoire de la recherche sur les rythmes circadiens peut nous permettre de penser notre rapport aux alternances veille-sommeil. Et moi, je vais essayer de vous faire non pas une histoire de la lumière, comme on va avoir avec Patrice Bourgin, et de l'électricité avec Jacques Taillard, mais une histoire de la grotte. C'est-à-dire plutôt une histoire de l'obscurité, et de voir comment la grotte a eu un rôle important, peut-être pas fondamental, mais en tout cas un élément important dans la façon dont s'est développé le champ de la médecine du sommeil et du rythme circadien. Donc, je vais vous présenter, moi je ne suis pas spécialiste du rythme circadien, mais je vais vous présenter cela comme un peu une exploration. Moi, ce qui m'intéresse dans la recherche, c'est aussi de revenir à la possibilité d'être comme les enfants, à explorer des mondes inconnus. Et je vous ai mis ici, quand j'étais petit, j'aimais bien Léonard le génie, qui maltraitait beaucoup son disciple, pour ceux qui voient Léonard le génie. Et dans une de ses BD, il vient explorer une grotte. Donc il descend avec un espèce de robot qui ressemble à un petit ver, et il arrive dans cette grotte et il s'installe, et tu as le disciple qui essaye d'installer la lumière, et le génie, qui remet toujours en cause les décisions de son disciple, c'est la base, lui dit: mais pourquoi, grand Dieu, installez-vous la lumière? Et en fait il lui dit pour pouvoir l'éteindre afin de mieux dormir. Tiens, cette question. Et bonne nuit, maître. Et là, le génie est vide, il n'y a rien, alors que c'est un élément fondamental. Le fait de pouvoir avoir de la lumière pour l'éteindre, pour pouvoir dormir, c'est bien la base de l'approche du rythme circadien. Et ça se fait dans une grotte. Donc je trouvais intéressant de montrer ça. Et cette évidence que la lumière doit être éteinte pour dormir, et que c'est en phase avec quelque chose d'une horloge biologique, en fait, c'est une évidence qui est récente. Et on va essayer de voir ce matin comment l'exploration de ces rythmes a conduit à cette évidence, alors qu'il y a 100 ans, ce n'était pas du tout évident. L'évidence actuelle, alors je pense qu'on aura chacun dans nos PowerPoint quelques slides d'introduction pour replacer les concepts, même si on n'a pas souhaité faire un cours sur le circadien, bien sûr. Mais l'évidence actuelle, c'est que d'un côté, il y a un rythme nictéméral, le rythme en fait de notre astre solaire, d'un côté la nuit et le jour, l'alternance du jour et de la nuit, qui impacte la physiologie et le comportement du vivant. Donc ça, c'est le concept de nictémère. Et de l'autre côté, il y a le rythme circadien, qui est le rythme lié à notre horloge biologique. Circadien, ça veut dire autour du jour, quelque chose en nous qui rythme notre vivant. Et donc, la chose importante, c'est que le rythme circadien a son autonomie, mais se refasse continuellement avec le nictémère. Et donc, il y a une sorte de connexion, de synchronisation entre le rythme du vivant et le rythme cosmique qui participe à notre physiologie et qui est un élément fondamental. Et ce couplage, qui nous semble être l'évidence, en fait, ça ne l'était pas du tout il y a quelques dizaines d'années. Et donc, c'est l'aboutissement d'un parcours de recherche autour du lien entre le vivant, la lumière et l'obscurité. Et cette histoire, souvent quand on fait de l'histoire en médecine, on l'a fait de manière téléologique. C'est pour aboutir à ce qu'on sait actuellement qu'on réinterprète tous
le passé pour pouvoir dire bah oui, il y a un progrès de la recherche. Moi, ce que je vais rester, c'est un état d'une histoire un peu buissonnante, où elle est faite de plein de bifurcations, ou qui sont allées un peu dans tous les sens, et on va essayer de voir comment ça s'est produit, quels sont les moments où il y a eu des façons d'aborder le physiologique, l'obscurité et la lumière. Le premier élément qui est important dans ce rapport du physiologique au rythme lumière-obscurité, c'est le rapport à la cave, au caveau et à la mort. Rapport qui est fondamental en médecine, et Michel Foucault nous dit dans La naissance de la clinique, avec son verbe toujours magnifique, une vie de pénombre aux frontières de l'interdit, et grâce au courage et savoir clandestins qui endurent la malédiction, on ne disséquait qu'à la faveur de douteux crépuscules, dans la grande peur des morts, au point du jour, aux approches de la nuit. C'était des chronotypes du soir, ceux qui allaient se permettre de faire un pas de côté pour aller disséquer le vivant. En tout cas, c'est la manière dont la clinique se le représente désormais. Naguère, la ville proie des vers, les cadavres devinrent la source féconde des vérités les plus utiles, le savoir file où se formait la larve. Et donc en fait, le savoir file où se formait la larve, c'est le savoir anatomopathologique, d'accord, qui se constitue dans les cimetières. Et Foucault reprend la phrase de Bichat, « Ouvrez quelques cadavres, vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper. » Donc, face à la clinique superficielle, il faut aller à l'intérieur, ouvrir des cadavres. La médecine se fonde non pas sur la vie, mais sur le cadavre, sur l'idée d'aller ouvrir et de remplacer la larve par le savoir. La nuit vivante se dissipe à la clarté de la mort. Ça, c'est Foucault qui nous dit ça. C'est magnifique. Et je pense qu'on était dans la même chose par rapport à ces rythmes physiologiques, veille-sommeil, c'est-à-dire l'idée d'un rapport à la mort particulier. Et ce rapport, je vais le tisser au regard de la boîte. Donc d'abord, on a essayé, pour voir les alternances de vie, de mettre le vivant dans des boîtes. Et on montre comme ça, et c'est notamment Dortous de Méran qui montre que comme ça, la sensitive continue à s'ouvrir et se fermer quand elle est dans une boîte obscure. Et en fait, va se poser la question de quel est le facteur X, un facteur qui va permettre cette ouverture et cette fermeture. Est-ce que c'est à l'extérieur? Est-ce qu'il y a un paramètre physique à l'extérieur qui guide la plante, ou est-ce que c'est interne? Et en fait, vous voyez, ça c'est au XVIIIe siècle, il va se passer 100-150 ans où on va essayer de se demander ce facteur X, il est où, à l'extérieur ou à l'intérieur, et on va vouloir isoler la plante de plus en plus. Et donc on va commencer à la mettre dans des boîtes, et de Méran nous dit « Il est seulement un peu moins marqué, le rythme de la sensitive, lorsqu'on la tient toujours enfermée dans un lieu obscur. La sensitive sent donc le soleil sans la voir. Elle sent le soleil sans la voir. » C'est joli. Et comment elle fait pour le sentir? Ça va être la question qui va guider les physiologistes. Et ce qui est intéressant dans son texte de l'histoire de l'Académie royale, il dit « Cela paraît avoir rapport à cette malheureuse délicatesse d'un grand nombre de malades qui s'aperçoivent dans leur lit de la différence du jour et de la nuit. » Alors, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. En tout cas, poétiquement, c'est beau. En tout cas, quelque chose qui fait que le malade sait les alternances de la nuit et du jour, et que ça a un impact sur sa santé. Et il est dans cette idée. Mais la boîte l'isole peut-être pas d'un facteur externe qui guiderait cette physiologie. Et donc, on va commencer à mettre les plantes dans des caveaux, parce que c'est encore plus obscur. Et du coup, là, on voit dans ce texte de Dumonceau qu'un matin dans le mois d'août, ayant transporté un pied de sensitive dans un caveau qui n'avait point de soupirail, qui était précédé d'une autre cave, etc., etc. Donc il va faire des expériences dans des caveaux pour pouvoir isoler encore plus. Et puis on va continuer, on va mettre dans des caves de plus en plus profondes, et on voit dans cet article qui faisait un peu le point de la physiologie des plantes, c'est autour de la sensitive que ça se crée. En introduction de cet article, quelque chose de joli, ils reprennent un poème de Shakespeare, To Be or Not To Be, et ils montrent bien l'enjeu de la recherche à cette époque, c'est intrinsèque or extrinsèque, that is the question. Le facteur, il est où? Les plantes, comment elles font? Est-ce que de manière obscure, connectée à quelque chose qu'on ne sait pas de l'environnement, ou est-ce qu'elle a quelque chose d'interne? Et on commence, en fait, au début du 19e siècle, à faire des mesures. C'est-à-dire, on ne regarde pas juste la sensitive, on connecte la plante à la courbe. La physiologie a né de ça, de la capacité à mettre un stylet au bout d'un truc qui bouge pour avoir des courbes. Ça c'est vraiment un élément
essentiel de la naissance de la physiologie, et dans le chronobiologique, c'est Pfeffer, qui connecte, vous voyez, avec des dispositifs complexes, un petit stylet qui va dérouler, qui va permettre de voir l'évolution. Et en mettant dans des caves, eh bien, on va pouvoir tester l'obscurité, la lumière et l'impact sur les rythmes et le quantifier. Mais on se dit, la cave, les caveaux, c'est pas suffisant, et on va mettre les plantes de plus en plus profond, le lointain. On cherchait le lointain. Et va commencer à se faire. Alors on a fait la quête de savoir qui a mis. Il y avait cette notion avec Jacques qu'on avait, que ça avait été dans des mines de sel, pardon. Et on a essayé de retracer cette histoire de mines de sel. Alors dans les textbooks ils en parlaient, la nuit et le jour. Et puis en fait c'est Kramer qui en 1923 nous dit dans un texte en allemand. En fait quand tu fais des recherches sur Google en anglais, quand tu fais sur ChatGPT, il invente l'auteur. Quand tu vas sur Google, il ne le trouve pas. En fait, il fallait le mettre en allemand pour trouver l'auteur. C'est Kramer qui nous dit, toujours cette quête de la sensitive, est-ce que c'est provoqué par une activité du mouvement périodique quotidien autonome, ou est-ce qu'ils sont provoqués par un stimulus externe qui change périodiquement? Toujours cette question intérieure ou extérieure. Et cette idée que pour faire la lumière sur ces rythmes, il faut aller dans le lointain, dans la profondeur de l'obscurité des mines. Il faut aller le plus profond possible. Et ils vont aller dans la mine du puits, le puits de mine du roi Guillaume II, dans cette mine de sel. Et ils vont la mettre très profondément, ces plantes. Et il y a ce verbe, cette expérimentation dans la mine de sel-gemme. Et il dit: la durée des conditions d'éclairage dans l'atmosphère dépend de facteurs externes qui se produisent également à la surface de la Terre. Dans la mine, plus vous allez profondément dans la Terre, plus vous échappez à ces facteurs. L'idée d'échapper à ces facteurs et de permettre dans la mine de faire ces expérimentations avec cette quantification qui avait été inventée par Pfeffer. Et donc on voit les courbes du signal physiologique qui va être testé sur ces plantes. Donc ça, on voit début du 20e, et donc il va avoir l'idée, si on fait la même chose dans des plantes, pourquoi on ne mettrait pas des humains dans ces grottes? Donc vous voyez, ce que j'essaie de vous dépeindre, c'est l'atmosphère. Je ne vous dis pas que c'était super rationnel de le mettre dans les mines. En tout cas, c'est ce qu'on avait pour l'idée d'aller isoler ce facteur X. S'isoler du facteur X pour voir si ça se tenait. Aller le plus lointain. Et je trouve que c'est bien en phase avec ce que Foucault nous décrit du geste anatomopathologique. Mais là, c'est un geste anatomopathologique par l'intermédiaire de la grotte. Et donc, en fait, on va commencer au tiers du début du XXe siècle à se dire, mettons des humains dans la profondeur. Et les choses qui vont être utilisées, ça va être la grotte, le bunker, le laboratoire. Je vous propose des lignes comme ça d'histoire autour de la grotte avec plutôt le courant américain, mais qui va arriver sur le laboratoire en fait avec Sessler. Ensuite le courant allemand. Alors les Allemands, ils vont utiliser le bunker en post-guerre, donc c'est un outil de science post-guerre. Et en France, là, c'est une autre façon d'aborder le truc. Ça va pas être ni la grotte et le laboratoire, ni le bunker. Ça va être la grotte, mais la grotte humide, la spéléologie. Et ça va être avec les figures de Michel Siffre, qui est décédé il y a quelques mois. Donc, cette présentation veut lui rendre hommage également. Et, alors, je suis désolé pour la police d'écriture qui a un peu changé dans la mise, mais cette grotte, ces bunkers, ce laboratoire de sommeil, il y aura aussi le milieu antarctique, qui va être important, va être associé à différents types de protocoles d'études du circadien. Donc on voit là se mettre en place l'idée qu'il faut standardiser les manières d'évaluer le rythme circadien dans des conditions contrôlées. Et ce textbook de Weaver fait bien la synthèse de l'usage de la grotte. Vous voyez, une historique de l'usage de la grotte. MS, c'est Michel Siffre, 1962, jusqu'à l'expérience de 1972. Et puis, ils mettent en avant aussi l'utilisation des bunkers, et puis ensuite des laboratoires, et toute une histoire des usages de ces lieux. Alors, l'idée que je vais essayer de faire là pour cette deuxième partie de présentation, c'est pas de vous décrire les trouvailles de chacun de ces dispositifs, mais une sorte de manière de parler de la profondeur à travers le bunker, à travers la grotte, le bunker et l'exploration de Michel Siffre. Donc, le parler grotte américain, selon moi,
les premières expériences qui ont été faites dans des grottes, en mettant des humains dans des grottes, c'est les Américains. Et selon moi, c'est un parler-grotte qui a un parler du parc naturel, celui où le sauvage est naturalisé. Toi, on supporte les parcs naturels aux États-Unis parce qu'on les a naturalisés. Justement, on met des frontières, on arrive avec le pick-up, puis on descend, on vit le sauvage, puis on repart. Et en fait, ils font à peu près ça. Kleitman et Richardson. Donc Kleitman, en 1938, emmène son postdoc avec lui, comme ça. Et ils avaient la classe quand même. Et je me dis, pourquoi ils sont habillés comme ça? En fait, parce qu'en fait, ils vont aller dans une grotte qui en fait est socialisée et sèche. C'est la Mammouth Cavern. Et en fait, ils vont aller dans cette Mammouth Cavern qui est en fait un lieu qu'on visite à l'époque, et avec l'hôtel, le Mammouth Hotel à côté de la Mammouth Cavern, ils vont faire un deal et ils vont installer des chambres, une chambre d'hôtel, et le Mammouth Hotel va emmener à manger régulièrement sur une constante routine où on va les mettre sur un rythme de 27 heures. Et donc, vous voyez, un protocole de désynchronisation où ils ont des chambres, ils ont une table, et ils lisent, et vous avez ces magnifiques photos de Kleitman et Richardson. Ils avaient le swag, hein, en pull, en hoodies noirs avec leur truc. Ils étaient très très classe, et ils vont rester 32 jours, et ils vont ressortir, et ils vont ressortir comme quelque chose de très médiatisé. On va donc retour à la lumière, et on va les acclamer comme des pionniers de l'exploration du rythme circadien de l'humain. On met, au lieu de mettre des sensitives au fond des mines, on met des humains, des Américains, au fond d'une grotte. Mais une grotte, en fait, qui s'aborde avec des marches à pied, quoi, des marches d'escalier. Vous voyez, une grotte où on peut y aller en hoodie noir et en veste de coton, enfin de laine biologique. Et donc quelque chose qui est assez socialisé et qui fait un parler-grotte particulier. Vous voyez, la Mammouth Cave qui avait des prospectus qui permet d'être exploité. Alors ils disent bien qu'ils s'étaient mis isolés, hein, des visites pour que ça soit bien isolé, mais il y a quand même l'idée qu'on fait ça mais propre. Et dans Sleep and Wakefulness, le livre magnifique de Nathaniel Kleitman, juste pour la couverture. Alors, la couverture est magnifique. Vous avez vu, c'est un actogramme. C'est vraiment un beau livre. Je vous ai mis, mais comme le temps passe vite, on va passer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il compare Kleitman et Richardson. Donc, c'est une étude individuelle, hein. Alors, il quantifie les courbes, hein. Il y a toujours ce signal physiologique qui évolue. Voilà, à partir du moment où la physiologie a inventé la courbe et le papier qui se déroule, c'est à partir de ce dispositif technique qu'on va analyser tout. Et là, c'est la courbe de température. Et ils nous disent, c'est le seul rapport. Alors, moi, je l'ai vu que dans ce livre, le rapport de cette expérience. Et ils disent, Richardson, sa courbe, elle va se synchroniser. C'est-à-dire qu'il va arriver à s'adapter au rythme de 27 heures. Mais Kleitman, non. Et la seule raison qu'ils mettent en avant, c'est que Kleitman serait peut-être plus âgé. Enfin, ils essaient de trouver des variables. Et ils concluent quelque chose. Mais il n'y a pas encore l'idée de la synchronisation extérieure à intérieure, hein. Ils disent, d'après les résultats de ces expériences, il semble qu'il n'y ait aucun fondement pour supposer que des forces cosmiques déterminent le rythme de 24 heures en dehors du repos, du mouvement, de la prise alimentaire et du sommeil. Au contraire, le rythme semble être conditionné par l'activité de l'organisme qui peut s'adapter au cycle astronomique du jour et de la nuit, ou se décaler en fonction du cycle imposé dans la Mammouth Cave. Donc ça, c'est le premier parler-grotte. Le deuxième parler-grotte, c'est le parler-grotte allemand. Et là, le dispositif expérimental va se consolider. Vous voyez, là, on va utiliser le bunker comme dispositif expérimental à partir du concept qui fait bifurcation, qui restructure les schémas de pensée des chercheurs de l'époque qui cherchaient l'intrinsèque-extrinsèque. Ben, en fait, Aschoff va créer un concept qui fait un pas de côté, qui donne une nouvelle perspective à la chose. C'est dire, vous cherchez l'intérieur, l'extérieur, le facteur X, il est où à l'intérieur, à l'extérieur? Mais en fait, il y a des Zeitgeber. Et ouais, à partir de cette idée que on va trouver le tiers exclu par un nouveau concept, et donc on sort de l'opposition logique pour inventer un nouveau concept, c'est ça une invention. Et ça, c'est ça vraiment l'invention d'Aschoff, c'est il y a des Zeitgeber, l'idée qu'il y a des donneurs de temps. Et on reverra ça, je pense, avec Patrice et Jacques. Des indices environnementaux qui modulent la période et la phase du rythme circadien endogène. Et Aschoff le fait avec son ami Piet Andrij, qui était magnifique dessinateur. Alors Aschoff, il va inventer le dispositif de rendu, là on le voit dans le tableau, de l'actogramme comme ça.
on va voir ses premiers résultats d'expérience dans le bunker, c'est ces actogrammes. J'ai essayé de tracer la première fois où ça apparaît, ces actogrammes, et vous allez voir, je vous ai retrouvé le premier article où l'actogramme apparaît, c'est un article en allemand. Voilà. Et Peter Drigg, il travaillait sur la drosophile. Bon, il devait rêver de drosophile, penser de drosophile. Il fait ce magnifique dessin de la drosophile. Et il nous dit, non, mais la drosophile, c'est pas qu'à l'intérieur. Et vous voyez, la drosophile, elle est écologiquement située dans un environnement de vie. On a presque l'impression que c'est l'Umwelt comme... vous voyez, dans ces physiologistes qui pensaient l'être au monde des animaux. Donc on voit son être au monde là, et on voit l'astre cosmique, le Zeitgeber ici, rayonnant dedans. Mais pour contrôler le Zeitgeber, il fallait un dispositif expérimental, et c'est le bunker d'Anderk qui permet d'isoler. On voit l'épaisseur là, en gris, c'est le béton. Donc on remplace la profondeur de la grotte par l'épaisseur du béton. Et on met les gens dans les espaces vert, et on met la salle de contrôle dans les espaces jaunes, et on fait vivre les gens dans ces salles. Les Anglais vont inventer un espace similaire, mais c'est pas le béton. Là, on va créer des espaces d'isolement en bleu pour créer comme dans les gourdes isothermes, un espace de choses. En Allemagne, le bunker, il est comme ça. Je vous ai retrouvé ça dans les années 70, là, une bénévole dans l'une des chambres en 1973, des expériences qui sont menées dans ces expériences. Elle avait 25 ans. Il y a plus de 400 bénévoles participant à la recherche qui sont passés dans ces salles. Et de l'autre côté, on contrôlait tous les paramètres. On savait exactement où il était dans la salle. Il n'y avait pas de caméra de surveillance, donc on mettait des points lumineux pour savoir où il était dans la salle, et on pouvait faire un certain nombre d'expériences avec les sujets, des expériences plutôt psychocomportementales, pour voir l'impact sur les sujets. Et puis on va finir par emmener deux signal électrophysiologistes, et on va permettre d'observer l'activité cérébrale dans des situations contrôlées. À gauche, vous avez Hartmut Schulz. Alors je ne sais pas si... vous le connaissez, de l'Institut psychiatrique de Munich, qui va explorer ça. Et puis il y a cette photo rigolote où quand on sort, c'est la lumière. Et donc le bunker existe encore. À gauche, c'était à l'époque. Maintenant, il est comme ça. Je ne sais pas si tu l'as visité, Patrice ou Jacques. Et on peut voir ça comme faire de l'urbex dans ça. Il y a un super documentaire de la BBC. Je passe, mais voilà. Et donc, ça va conduire Arshoff à ce papier de Science qui est fameux, 65, dedans lequel il y a une publication avec ces actogrammes, là, comme ça. Et ça, à côté de la courbe que je vous ai montré, c'est un deuxième dispositif de représentation du savoir circadien qui, lui, est spécifique au circadien. Et cette courbe, elle vient de cet article dans Die Naturwissenschaften, qui a été publié 2 ans avant. Et donc, on voit, là, je vous ai mis la méthodologie où il explique méthodologiquement comment il a constitué, là c'est la méthode, c'est en allemand, mais quand on fait de la physiologie circadienne, il faut parler allemand, on dirait. Il y a toute une histoire du lien physiologie française-allemande, et le circadien l'incarne bien. Et en tout cas, pour ceux qui voudraient tracer une histoire de comment on a inventé ce dispositif de mesure, 64. Pourquoi j'ai essayé de rechercher ce dispositif? Parce que j'ai été surpris de me dire que Michel Siff n'utilise pas ce dispositif de représentation pour son expérience. Mais en fait, c'est à la même année. Donc en fait, Die Naturwissenschaft en allemand, je ne suis pas sûr qu'il avait lu Michel Siff, bien qu'on va voir que dans les rapports, il le cite. Mais, et qu'il était au courant des expériences dans les grottes. Alors, bien sûr, il reste 3 minutes, et là, j'arrive au cœur de ma présentation, qui était l'hommage à Michel Siff. Donc, je vais prendre 5 minutes de plus, si ça vous va. Je suis en décalage. Donc, le troisième parler grotte, c'est le parler grotte de Michel Siff. Et tant que j'essayais de prendre Michel Siff par l'angle du chercheur, j'avais quelque chose qui clochait, quoi. C'est-à-dire qu'il se dit pionnier de la recherche, mais en fait, on ne comprend pas Michel Siff à travers le parler de crédibilisation qu'il a, c'est-à-dire scientifique. Parce qu'on voit que quand il va aller donc dans le massif de Margarisque, à la frontière entre l'Italie et la France, en fait, il justifie ça comme une recherche expérimentale. Alors que Arshoff avait déjà fait les choses, que le Zeitgeber avait existé, et qu'en fait, on avait déjà isolé des gens dans des bunkers, et qu'il était au courant. Vous verrez des textes, il savait qu'il y avait eu les expériences du bunker. Mais en fait, je pense que ce que nous emmène le parler grotte de Michel Siff, c'est l'idée qu'en fait, dans la science, il y a quelque chose de l'exploration, de l'expédition.
voyez, en fait, pour comprendre Michel Siffre, il faut comprendre le fait que c'est une population après-guerre qui n'est plus les aristocrates qui allaient avec les grandes malles explorer la nature, c'était les gens du peuple, comme Cousteau, tu vois, qui se disent, après la guerre, on a les outils pour nous-mêmes aller mettre la main de l'homme là où tu n'as jamais mis le pied. Quoi, une espèce de truc où il faut aller explorer la montagne, mais pas dans l'esprit de l'aristocratie avec l'idée d'aller à l'étrange, mais dans l'idée de tout le monde peut y aller. Ça nous construit. Et donc en fait, et ça nous construit entre nous. C'est-à-dire que Michel Siffre met beaucoup en avant qu'il était une équipe avec ses amis, même s'il se mettait bien en avant lui-même aussi, parce qu'il y avait un aspect médiatique. Mais dans son livre, on voit qu'il est entouré, et c'est avant tout des explorateurs spéléologues, et qui essayent d'articuler leur désir de spéléologie avec un désir de science, mais dans une approche collective. Et pendant qu'on va voir, il allait au fond, mais ses amis l'attendaient à la surface dans le camp de base. Un camp de base qui va se construire dans ses autres expérimentations, mais dans cette première descente, c'est un camp de base avec des tentes, quoi. Vous voyez, dans les massifs karstiques. Et donc Michel Siffre va descendre, il a 23 ans. Autant dire sa mère, elle est un peu inquiète. Là, c'est sa mère qui est à droite. Et donc, je pense qu'elle avait un trouble anxieux généralisé. Vous allez la revoir sur une photo et il décrit qu'elle était moyen. En tout cas, il essaye de se détacher d'elle en allant très profond. C'est mon interprétation psychanalytique, peut-être projective. Et donc, en fait, on voit là qu'il va descendre plus ou moins inquiet le long de ce gouffre pour rester 58 jours. Mais ce qui est très important, c'est qu'alors que la Mammoth Cave était une cave neutre, alors que le bunker était contrôlé pour être un dispositif expérimental neutre, en termes, dont toutes les variables confondantes pouvaient être contrôlées, là, ce qui les intéresse, c'est pas ça. Les intéresse, là, ce qui c'est que c'est un topos particulier. C'est un topos dans le massif de Margaris, et on voit un zoom progressif dans son livre. Sur un plateau spécifique de Scarasson, tu vois, et il a l'idée du lieu. Et puis il y a la géographie du lieu qui est très important, avec dedans un glacier à l'intérieur de la grotte. Donc c'était un lieu très spécifique qu'il avait réfléchi, avec une tente qu'il va mettre à un endroit très particulier, à côté du glacier, et un agencement de sa tente qui va être extrêmement bien contrôlé, parce que c'était des milieux hyper humides, hyper froids, dans lesquels il faut pouvoir vivre. Donc il mettra en avant, c'est pas qu'une expérience scientifique, c'est une expérience humaine d'explorateur en fait qui met en avant. Et on voit sa tente ici et la façon dont il va vivre là-dedans 52 jours, quand même à 23 ans, 52 jours dans une grotte. Ma tente, petit univers faiblement éclairé dans la nuit. Vous voyez, comme une espèce de station spatiale qui persiste ici. Et puis il y a ces photos où on le voit. Le seul lien qu'il avait, c'était lui qui pouvait appeler quand il voulait ses amis à la surface avec son téléphone. Puis il avait quand même un tourne-disque qu'il pouvait lire. Et puis il y avait quand même l'idée de, en étant hors du temps, j'écris mon propre temps. Donc il y avait quand même l'idée de quelque chose de scientifique à travers l'expérience humaine. Il y avait toujours quand même cette visée de l'écriture. Mais c'était une écriture où il écrivait ses heures de coucher, de petit déjeuner, etc., un tableau de bord, mais également une écriture de l'exploration. Il décrit comment en fait il va profiter de cette grotte pour aller explorer notamment le glacier qui est à l'intérieur de la grotte. Et on voit ici ces photos d'exploration. Alors j'ai du mal à... J'ai pas réussi à savoir qui faisait les photos, s'il avait un retardateur ou pas, parce qu'en fait, je sais pas si ces photos ont été faites a posteriori ou pas. Et donc en fait, vous voyez, il s'amusait, enfin il allait tout seul au fond de sa grotte, mettre des échelles et grimper en haut du glacier qu'il y avait dans sa grotte, et contempler comme ça les lignes du temps d'accumulation du glacier à travers. Enfin, il y a une belle mise en abîme dans sa façon d'aller explorer son propre temps et son temps, au regard d'une vie quotidienne pas facile. Et on voit à la fin la grotte dans quel état elle était, où il avait 23 ans, on dirait une chambre d'ado, enfin plus qu'une chambre d'ado. Donc ça, c'était à la fin. Et il va, du coup, à la fin de son expérimentation, là, quand on voit les photos, ça, c'est son dernier autoportrait avant la remontée. Il n'est pas dans un super état de forme. Et puis, on va le faire remonter à la lumière. Et là, il y a quelque chose du tragique qui arrive.
en tout cas qui est scénographié comme tragique, dramatique. Il perd connaissance, il est aveugle, et on l'emmène en civière sur un hélicoptère de la sécurité civile. Son ami qu'il avait emmené au fond le récupère. Et on a ces photos de l'effondrement, du retour au réel qui sont ici. Mais il avait vécu une expérience hors du temps et hors norme quand même. Donc en fait, la sortie était forcément hors norme, quoi. Et donc on va le ramener comme ça jusqu'à l'hélicoptère. Il va être exploré et en fait, bon, il avait rien d'anormal, mais il va reprendre ses forces. Et puis, voilà. Donc il y a quelque chose de l'écriture du temps dans son approche. J'ai mis la musique comme marqueur du temps là, et de ses cahiers. Et il va écrire ce livre fameux, Hors du temps, ou alors on est loin d'un écrit à la Hachoff d'une expérimentation chose. Il nous dit « Il est dans le destin de l'homme de repousser toujours plus loin les frontières du possible ». Donc on voit que c'est une logique un peu masculiniste, qu'on aurait plus de mal maintenant à se dire qu'on va aller explorer la nature comme un lieu sauvage qu'il faudrait contrôler. Mais il y a quand même cette idée de se construire à 23 ans à travers l'exploration. Et c'est ça qui porte en fait dans l'expérience hors du temps, mais avec un rapport bien sûr à la science, mais en même temps quelque chose de plus personnel. J'entends encore quelques bruits, puis c'est fini, seul, je ne peux encore m'habituer à cet état de fait, et pourtant c'est bien moi qui l'ai provoqué, qui l'ai voulu. L'obscurité est effrayante, ma faible lumière n'arrive pas à percer cet espace neutre, sans vie, où le règne minéral est maître absolu. Donc, à l'époque, ils avaient des lampes, c'était pas des LED qui faisaient 10 000 lux avec une pile R16, quoi. Enfin, avec des petites piles, quoi. Et tu vois, ils éclairaient à ça, quoi. Donc, voilà. Je vous passe l'histoire de l'araignée parce que sa seule amie, mais on pourra en reparler, tout d'un coup il tombe sur une petite araignée qui devient sa seule amie, mais il faut qu'on avance. Je suis seul, absolument seul, la solitude c'est terrible, surtout quand on y pense. Il y a des fulgurances comme ça qui lui arrivent, qui sont quand même superbes, et il y a un documentaire que j'avais mis mais qu'on n'aura pas le temps de voir, et il faut que je trouve une manière de conclure avec mes différentes slides. Donc on va voir, il va avoir d'autres expériences qui va faire. Il se justifie dans les abîmes du temps. J'avais emmené tous les livres. Ça pesait un poids lourd dans le train, mais dans les abîmes de la Terre, c'est, je pense, un de ses livres. Enfin, je suis pas sûr que ça soit lui qui l'ait écrit. Il y a une espèce d'articulation entre son écrit, tout ça, où il se justifie. Pourquoi on lui dit pourquoi dans la grotte, et j'aime bien cette justification. Et puis j'ai pas de bunker. Il dit en fait je veux aller explorer cette histoire de mon rapport au milieu, mais j'ai pas de bunker, donc j'ai fait avec ce que j'étais, c'est-à-dire spéléologue. Et puis après il y a une justification, ensuite un bunker, une chambre de simulation. Ça veut dire qu'il connaissait, hein. Ça veut dire qu'il connaissait quand même l'écosystème de la recherche qui était au même moment en Allemagne, hein. Un bunker, une chambre de simulation sont artificielles. Une grotte, c'est vrai. Dans un bunker, on ne lutte pas contre la solitude. Je dirais même qu'on ne fait que subir cette solitude. Au contraire, au fond d'un gouffre, il faut se battre contre sa peur, contre le froid, contre l'humidité, contre le noir, contre ce milieu minéral et vivant. Vous voyez, quelque chose d'aller sentir le physiologique au regard du minéral. Et je pense que ça, c'est cet aspect-là de Siffre qu'il faut tenir compte comme un élément fondamental, aller sentir son physiologique au contact du minéral. Seul existe dans le monde souterrain un continu de ténèbres sans interlude de lumière. Le ciel, le soleil, les étoiles ont disparu. Donc en fait, quelque chose qui vient nous confronter dans cet autre livre des merveilles sous la terre, il nous dit ça. Et il nous dit aussi de tel homme préfère la réalité d'une grotte et ses dangers imprévisibles à l'environnement artificiel proposé par les techniciens. Donc il y a l'idée d'une forme d'humain qui va être porté par Siffre. Histoire donc qui va l'emmener à vivre ce physiologique confronté au minéral, mais un vécu qui va finir dramatiquement, et je vais finir sur ça, mais bon, j'aimerais avoir plus de temps, mais il va se dire que le physiologique, il y a l'humain, il y a les hommes, les femmes, et dans une note, dans un délire, je pense, de manque de sommeil, il dit à un moment, il dit toute sa liste de choses, et voici quelques-uns dans l'ordre où elles sont apparues.
demander à Pierre Hamel, etc., de la radio Monte Carlo. Et puis à un moment, il dit « Pensez sur les moyens de conquête des femmes ». Tu comprends pas, ça arrive comme ça, dans Hors du temps. Penser sur les moyens de conquête des femmes. Sauf que l'expérience qu'il va faire ensuite, c'est d'aller mettre des femmes dans les grottes. Alors il y a Josie, ça se passe plutôt bien, 64, 26 ans, qui... alors elle, quand les photos, on montre que la vie quotidienne. Donc de la cuisine, de se peigner, tu vois, les activités de la vie quotidienne de Josie. Et la remontée de Josie, ben, on la porte. Tu vois, elle ne fait pas tout seul. Alors que Sif ne pouvait pas le faire seul, mais il monte comme ça, comme si il arrivait au ciel tel Jésus. Josie, on la monte sur son dos. Donc il emmène les femmes. Michel Sifre, il retournera à l'âge de 33 ans. Là, celle qu'il embrasse, c'est pas sa mère, c'est sa femme. Sa mère, elle est là, elle est inquiète, elle a vieilli, mais elle continue à subir les départs de son fils. Michel Schiff va aller dans la Midnight Cave, je passe les photos, et dans cette Midnight Cave là, ils vont faire une réelle installation de recherche, mais tu vois, on dirait une base de la NASA. D'ailleurs, c'est financé par la NASA en fait. Donc avec de l'EEG, de l'expérimentation, etc. Et il va nous dire que en fait, le fait que ça soit trop facile, il y a cette photo incroyable où il avait un fusil, ça. Mais en fait, il va faire une vraie dépression, un épisode dépressif, donc il range ses poubelles, mais il va dire qu'en fait, l'environnement étant tellement peu hostile qu'en fait, je suis allé mal, quoi. Donc on voit, il est rasé sur le côté, pas pour faire Marlon Brando dans l'eau, mais c'est parce qu'en fait, c'était pour coller les électrodes. Hein. C'était pas raser les tempes pour faire ça. Et retour, on va voir du coup les rythmes veille-sommeil commencer à se construire. Je passe juste pour dire un mot. Ces expériences se finissent en 82 avec Véronique Le Guen. Alors pour certains connaissent bien l'histoire puisque Jacques a participé à cette expérience qui va être emmenée à l'âge de 31 ans dans une cave une grotte pendant 111 jours. Ouais, le corps des femmes est toujours représenté là aussi comme... Ouais, d'accord. Bon, ben, elle se suicide à la fin. Et voilà. On pourra en discuter. ben, ça se passe mal parce qu'en fait... Alors, je vais essayer. Alors, son livre s'appelle Seul au fond du couvre et Véronique en allemand, c'est Allein mit der Angst. J'ai trouvé que le livre allemand, donc je me suis traduit. Et elle nous dit quand elle sort de la grotte, derrière moi, le clapet de la grotte se ferme silencieusement, qui n'entendra plus les battements de mon cœur. Et en fait, je pense que ce qui se passe, c'est que quand Michel Schiff vient se confronter physiologiquement au minéral par lui-même, il porte celle d'une expérience individuelle propre reliée à ses amis qui fait sens pour lui. Là, a décrit dans son livre le fait qu'elle s'est sentie aussi un peu utilisée et le paradoxe que Sif pouvait porter d'être à la fois dans une exploration d'humain et à la fois dans un rapport scientifique ne pouvait pas tenir à cette époque quand c'était une femme qui était mise au fond d'un gouffre, en tout cas c'est mon interprétation psychiatrique, qui était utilisée par son groupe d'amis parce que quand on regarde la sortie, ils sont fiers, regardez. Là, on voit Michel Chiffre avec ses amis, ça c'est le mari de Véronique Le Guen, qui est ici. Ils sont contents, elle disparaît quoi, à la sortie. C'est eux qui sont au centre de la conquête. Et elle va se suicider 2 ans après. Comment retrouver aujourd'hui, l'article du Monde, le chemin qu'il a mené de ces 3 mois au fond d'un gouffre à la dérive définitive hors du temps. Ils sont malins les journalistes. Hein. Dérive hors du temps, alors que c'est les livres de Michel Chiffre, hors du temps. Un jour de janvier, dans une voiture immobilisée le long d'une rue de Paris. Et elle nous disait dans son livre « J'ai rencontré des démons sous terre, je n'ai plus ma place ici et je quitte donc ce monde. J'ai peur de la mort, mais j'ai encore plus peur de la vie. » C'est Véronique Le Guen qui nous le dit. Je vous avais mis les vidéos d'Ina quand elle était sortie, mais on va passer. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de... Dans le Pensée grotte, Sandrine Roche nous dit il faut le penser comme poser une énigme sans sa résolution, laisser la place à l'autre, proposer une surface de projection intime plutôt qu'un endroit de regard exotique. C'est ce qu'a presque touché Michel Siffre, c'est ce que Le Guen a tenté, mais au prix de sa vie. Et peut-être celui qui a le mieux pensé la grotte, c'est Michel Tournier, dans le chapitre 5 de Vendredi ou les larmes du Pacifique,
où je vous laisse aller explorer ce rapport où